Bonjour à tous, c'est RCF, la matinale, il est 8h10 et ce matin, notre grande invitée est une immortelle fraîchement élue à l'Académie française, une femme de lettres, mais surtout une femme de langue, plus d'une langue, comme il est gravé sur la lame de son épée, auteure d'une quarantaine d'ouvrages, Grand Prix de philosophie de l'Académie française, médaille d'or du CNRS, chercheuse et traductrice, philosophe et philologue. Barbara Cassin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'était il y a un peu plus d'un mois, le 17 octobre dernier. Vous étiez reçue à l'Académie française. Alors, quel souvenir vous gardez de cette réception ? D'abord, un tout petit rectificatif. Ça n'est pas une lame. Ça a la forme d'une lame, parce que ça a la forme d'une épée, mais c'est du cuir et des fibres optiques. C'est-à-dire que c'est non létal. On peut toujours essayer de couper avec cette lame, ça ne marchera pas. Bon, après, c'est une sorte de sabre laser. Hein. On en a beaucoup parlé, presque une arme pour un chevalier Jedi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette épée ? Puis on reviendra sur la cérémonie. J'ai voulu dire, d'une part, que garder la langue française, être son gardien, ça voulait dire garder toutes les langues. Et par différence avec une non-langue qui serait le globish, on va dire, le global English. Donc c'est pour ça, plus d'une langue. Si on veut il me semble, aimer le français, ça ne s'aime pas comme une langue unique. Ça s'aime A-I-M-E, comme une langue parmi d'autres, entre autres. Et avec alors c'est une phrase de Derrida, plus d'une langue. Et Jacques Derrida, philosophe, donc avec lequel vous avez un peu travaillé. Voilà, avec qui j'ai un peu travaillé. Et il a une autre phrase qui est liée à celle-ci, c'est « une langue, ça n'appartient pas ». Ça, je trouve ça très beau aussi. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu desserrer l'enracinement langue-nation. Alors, cette cérémonie d'accueil à l'Académie française, c'était comment ? Un peu coincé ou... Ah non, j'ai pas trouvé. Enfin, bon, évidemment, il y a un protocole, il y a un costume. C'était d'ailleurs Patou qui me l'avait fait. J'étais très, très, très à l'aise avec. C'était pas du tout quelque chose d'engonçant, si vous voulez, d'aucune manière. Et on fait l'éloge de la personne à qui on succède. Donc, c'était Philippe Beauchamp, qui était notamment, enfin, très, très grand baroqueux, si j'ose dire, musicologue de la musique baroque. Et j'ai fait un éloge qui portait sur le fond, c'est-à-dire sur le rapport entre baroque et sophistique, puisque moi, je m'intéresse à côté de la philosophie traditionnelle grecque, qui est qui sont les sophistes. Et lui s'intéressait à côté de la musique classique. Vous avez fait des ponts ? Voilà. Vous avez fait des ponts, c'est ça ? J'ai fait des ponts, et des ponts qui ne me paraissaient pas artificiels. Faire des ponts, c'est un peu l'art de la traduction ? Oui, tout à fait. La traduction, c'est savoir faire avec les différences. Mais c'est aussi savoir faire avec les ressemblances. Et là, donc, parce que pour qu'il y ait différence, il faut qu'il y ait un fond commun ou des ressemblances. Et donc là, j'ai fait avec les ressemblances. Barbara Cassin, l'Académie française, c'est l'institution par excellence. Vous n'avez pas peur de vous y ennuyer ? Non, pas du tout. Vous savez, je n'ai pas encore beaucoup pratiqué. Mais d'abord, les académiciens que j'ai rencontrés ne sont pas des gens ennuyeux. Ils sont plutôt des gens drôles et intéressés par ce qu'ils font et variés. Donc non, je n'ai pas peur de m'y ennuyer. En tout cas, beaucoup moins que dans une salle de professeur à la Sorbonne. Vous avez pensé, ça c'est sur le bec de la Sorbonne, c'est ça ? Non, non. Vous pensez qu'on peut être une femme libre sous la coupole ? Oui, je pense qu'elles le sont. Celles qui sont sous la coupole, il n'y en a pas beaucoup, mais ce sont toutes des femmes libres. Vous êtes 5, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire être académicienne ? Vous êtes les gardiens ou les gardiennes du temple de la langue française ? Oui, mais on ne va pas appeler ça un temple, donc il faut... si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le dictionnaire de l'Académie. C'est pour ça que je suis très, très heureuse d'y être. Le dictionnaire de l'Académie, donc, c'est un corpus qui ne cesse de se renouveler. C'est-à-dire que quand le dictionnaire est fini, quand on en arrive à la lettre Z, on recommence à A. Donc vous voyez, il faut évidemment prendre en compte l'usage en même temps que la norme. Et c'est pour moi la définition d'une langue, c'est-à-dire que c'est un flux. Eh bien, on norme un flux, c'est-à-dire qu'on se fait dépasser par le flux. Une langue, c'est forcément vivant. Voilà. Même le grec ? Oui, même le grec, si on le prend bien, c'est-à-dire que le grec est une langue morte, elle n'est plus le grec ancien n'est plus maternel de personne. Bon, mais il est déposé dans des dictionnaires, dans des grammaires, dans des syntaxes. Simplement, il a des auteurs. Et Schleiermacher, un
philosophe allemand, fin 19e, disait entre un auteur et sa langue, il est son organe et elle est le sien. C'est-à-dire que chaque auteur modifie la langue qu'il parle et s'en empare et la transforme. Et cette transformation, elle n'est pas normable. Il faut lui faire confiance, il faut pouvoir y croire. Et aujourd'hui, les chercheurs qui, comme vous, travaillent sur les textes de l'Antiquité, continuent à faire vivre le grec ancien, c'est ça ? Continuent à le comprendre comme quelque chose qui a été vivant et donc qui l'est encore. C'est-à-dire qu'il n'est pas intégralement déposé dans du mort. Mais chaque auteur a transformé la langue, l'a formée à sa manière. Et donc, c'est cette différence entre un auteur et un autre qui est si vivante. Alors, Barbara Cassin, tout à l'heure, on a évoqué votre épée. Quel combat vous voulez mener avec cette épée ? D'abord... Le combat de la langue française, le combat des langues ? J'aime mieux le combat du pluriel. J'aime mieux le combat du pluriel et le combat du rapport entre. Donc, entre les langues. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que c'est si important de maintenir cette diversité ? Pourquoi le globish vous fait autant horreur ? Eh bien parce que je définirais volontiers une langue comme des auteurs et des œuvres. Ça ne veut pas dire des œuvres écrites, mais quelque chose comme ça. Des parlants qui inventent. Eh bien le globish, au fond, il fait en sorte que toute langue ne soit plus qu'une langue de communication. Il en faut du globish. Je ne suis pas du tout contre une langue de communication. C'est la langue du commerce, c'est ça ? Oui, pas seulement du commerce. C'était aussi, malheureusement, la langue de tous. Si vous voulez, quand on est dans une réunion, même de philosophes, dans un colloque, il se peut que dans un colloque en France, tout le monde parle anglais. Les Allemands, les ça vous Anglais, désole ? les Français. C'est pas tellement que ça me désole, c'est que d'abord ils parlent assez mal, et ensuite le seul qu'on ne comprenne pas, c'est l'anglais. L'anglais natif. C'est le seul qui parle correctement ? Ah bah oui, c'est le seul qui parle en inventant. Donc si vous voulez, on fige des protocoles de communication et on croit que c'est ça la langue. Ça c'est très grave. Ça n'est pas ça une langue. Une langue c'est ça et ça ne sert pas seulement à communiquer, en fait, ça fabrique du monde. Si on se met tous à parler en anglais dans les colloques, c'est un appauvrissement de la pensée, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Oui, certainement, bien sûr. C'est un appauvrissement de la pensée, et c'est surtout, on n'a plus qu'à préserver les langues naturelles, comme des espèces menacées, comme si c'était des oiseaux menacés par du goudron. C'est horrible. Ce serait de l'ethnologie. Oui, de l'écologie linguistique. De l'écologie linguistique. Oui. Alors aujourd'hui, quels sont nos outils pour protéger ces langues et les faire vivre ? Et les parler, les écrire, et les mettre en rapport les unes avec les autres. Les parler de manière non isolée, les parler en traduisant. C'est-à-dire que vous, quand il y a un colloque en anglais, vous refusez d'y participer ? Non, je ne refuse rien. Je regarde quelles sont les circonstances et les intérêts. Si c'est vraiment passionnant, et passionnant comme ça, bon, je peux... Mais il m'arrive de parler français dans des pays étrangers. Et autrement qu'anglais. On se crée aussi ses propres écosystèmes. Moi, je vais très souvent en Chine. Eh bien, je parle très souvent français. Mais je parle aussi anglais. Et par exemple, au Brésil, où je vais non moins souvent, eh bien, je parle français parce que j'ai une espèce d'écosystème avec des gens qui sont carrément bilingues. Barbara Cassin, le CNRS vous a récompensé pour vos travaux sur le pouvoir des langues et des mots. Les mots ont un pouvoir, c'est votre conviction ? Oui, bien sûr. Parler, c'est faire. Dire, c'est vraiment faire. Pas toujours, mais parfois, c'est plus violent et plus visible. Par exemple, je prends toujours 2 exemples, en politique et en amour. Quand on parle, ça fait. Bon, il ne suffit pas de parler. Mais parler, c'est déjà faire. C'est déjà commencé. Oui. Alors, on travaille beaucoup ces derniers temps pour renforcer et consolider l'égalité entre les hommes et les femmes, pour en finir avec les discriminations liées au sexe et au genre. Là aussi, la langue peut avoir un rôle ? La langue est genrée. La langue française est très genrée. Et, il faut le regretter ? Non, c'est un produit d'histoire. Je ne regrette pas un produit d'histoire. C'est un produit intelligible et intelligent. Maintenant, je n'aime pas l'écriture inclusive, je la trouve illisible et imprononçable, mais bon, elle
je ne m'en sers que par ironie, si vous voulez, ou pour faire irruption dans un machisme évident, faire rupture. Mais sinon, il me semble qu'il est quand même difficile de supporter que une série de noms féminins avec un petit nom masculin pour commencer, et bien que l'adjectif se mette au masculin pluriel, c'est choquant même quand on en parle, même quand on parle une phrase comme ça. Donc les règles ne sont pas éternelles, les règles elles se travaillent aussi. Alors vous êtes traductrice de nombreux philosophes à travers les époques, hein. Vous avez beaucoup réfléchi à ces questions de traduction. En quoi la traduction peut-elle nous aider à penser le monde d'aujourd'hui ? Mais la traduction, c'est un savoir-faire avec les différences. Je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, y compris comme citoyen. Donc évidemment, c'est un modèle pour les sciences humaines, à mon avis. Alors vous venez de diriger aux éditions du Seuil, à Barbara Cassin, un gros pavé, je l'ai sous les yeux, hein, le dictionnaire des intraduisibles, rien que le titre est un voyage. C'est un vocabulaire européen des philosophies. Alors je voudrais que vous nous expliquiez quelle est l'idée de ce projet. Bon, d'abord, le livre que vous avez sous la main, là, c'est une deuxième édition. La première, elle a beaucoup plus de 10 ans. Et c'est pas fait seulement par le Seuil, mais c'est fait aussi par le Robert. Et on peut dire que c'est grâce au Robert que cette édition que vous avez sous la main, cette édition de poche, enrichie, a été publiée. Donc, ce livre réfléchit sur nos difficultés de traduire, c'est-à-dire toutes les notes de traducteur, les notes de bas de page. Qu'est-ce qui bloque quand on passe d'une langue à l'autre ? Eh bien, c'est ces blocages que nous avons explorés. Et ça nous en dit long sur chaque langue. Mais tout pourrait être blocage. Je veux dire, quand je dis bonjour, je ne vous dis pas tout à fait shalom, je ne vous dis pas tout à fait salam. C'est-à-dire, je ne vous souhaite pas la paix, je vous souhaite seulement une bonne journée. Et je ne vous dis pas kairé, comme en grec, où là, je vous souhaite de la jouissance, de jouir du présent. Je ne vous dis pas valer, comme en latin, où là, je vous souhaite de vous porter bien. Donc ça aussi, ça s'explore. La différence de tonalité pour rentrer dans un monde. Comment est-ce qu'on fabrique son monde en parlant ? Donc c'est cela qui nous a intéressés. On était 150 à le faire. Et donc dans la réédition, on a ajouté des nouveaux articles qui sont des articles qui ont été traduits depuis les traductions du dictionnaire. C'est-à-dire que ce dictionnaire des intraduisibles a été traduit dans une dizaine de langues. Et traduit veut dire approprier, réinterpréter, réinventer. Donc il y a des nouveaux articles, par exemple un article charia, par exemple un article erev rav en hébreu, ou un article erev rav, c'est un mot extraordinaire. Hein. Ça veut dire ? Ça désigne les peuples qui suivent les Juifs quand ils sortent d'Égypte, donc des peuples amis qui les suivent. Et aujourd'hui, dans l'hébreu courant d'Israël d'aujourd'hui, ça veut dire ennemi de l'intérieur. Je trouve que ça, c'est quand même... L'évolution Voilà, l'évolution, la violence est forte. Et je crois que de ce gros livre, vous allez faire un manuel de philosophie pour les classes de terminale. Je ne vais pas faire un manuel de ce livre, mais je vais m'inspirer de ce livre pour que les élèves des classes de terminale soient non seulement des petits Français, mais des petits Européens et des petits mondiaux. C'est-à-dire qu'ils aient conscience de la différence des langues et qu'ils aient conscience de la différence des cultures. C'est d'ailleurs dans les programmes de philosophie, dans les nouveaux programmes, il peut y avoir Lao Tse, par exemple. Bon, donc ça, c'est nouveau. Et c'est cette nouveauté que je voudrais, si vous voulez, engranger ou déployer dans le manuel. Pour vous, comment concevoir le bagage minimum qu'un bachelier devrait avoir aujourd'hui ? Alors, ça, je ne crois pas pouvoir vous répondre comme ça. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une anecdote quand j'enseignais aux postiers qui préparaient l'ENA. Et un jour, l'un d'entre eux est venu me dire « Madame, au bout de combien de livres on est cultivé ?» Bon, eh bien, vous savez, c'est juste une chose qu'on connaît et qu'on comprend. Ça peut suffire pour être cultivé si on la connaît et si on la comprend jusqu'au bout. Voilà, moi, c'est ce que je crois. Vous croyez à la spécialisation ? Non, je ne crois pas que connaître une chose jusqu'au bout soit se spécialiser. Je crois que c'est simplement être complètement ouvert pour piger comment ça fonctionne de A à Z. Si vous voulez, c'est comme un repas. Quand est-ce qu'on est bon cuisinier ? Je crois que quand on commence par acheter les bons produits ou par les cultiver soi-même, et puis que ça finit par avoir bon goût. Bon.
Alors, je crois que ce travail sur les intraduisibles, vous souhaitez le poursuivre avec un travail sur les grandes religions monothéistes et les intraduisibles au sein de la Torah, de la Bible, du Coran, c'est cela ? Oui, c'est vrai. C'est dans un cadre un peu vaste. Maison de la Sagesse Traduire, c'est une association que nous avons créée qui est un dispositif de lieu et d'action. La première modalité, c'est qu'on travaille sur des glossaires de la bureaucratie française pour l'administration et pour ceux qui arrivent. La deuxième, c'est qu'on fait, alors c'est plus compliqué, je vous expliquerai pas ça en 3 secondes, on fait des banques culturelles, des banques musées. Et la troisième, c'est pour les chercheurs que nous sommes, nous tentons de faire un dictionnaire des intraduisibles des 3 monothéismes. 3 monothéismes, c'est mal dit. Maintenant, on dit 3 whatever entre nous. 3 et quelque chose. L'idée, c'est de se demander comment on dit Dieu, en effet, dans la Torah, la Bible, le Coran, comment on dit croire, comment on dit femme, pourquoi vendredi, samedi, dimanche. Essayer de faire une comparaison à partir des mots. Merci beaucoup Barbara Cassin d'avoir été notre grande invitée ce matin. Je rappelle entre autres ce dictionnaire des intraduisibles, vocabulaire européen des philosophies, et c'est publié au Seuil et au Robert. Merci beaucoup. Merci à vous.